Quand on parle de dictature rétrograde, la plupart pensent rapidement à la Corée du Nord. Certains pensent peut-être encore à l'Érythrée. Mais le pays suivant dépasse probablement tout ce à quoi nous sommes habitués, en termes d'absurdité. Et presque personne ne l'a remarqué, bien qu'il ne soit pas loin de l'Europe. Pourtant, dans la plupart des classements internationaux, il se trouve encore derrière la Corée du Nord. Qu'il s'agisse de la liberté de la presse, des droits de l'homme, de la lutte contre la corruption ou de l'indice de démocratie. On peut toujours être sûr que cet État se retrouve parmi les derniers, voire à la toute dernière place. Il s'agit du Turkménistan. En très peu de temps, le président a réussi à faire en sorte que toute la vie politique, publique et privée des habitants de ce pays soit centrée sur lui. Il contrôle vraiment tout dans le pays et est considéré, avec ses successeurs, comme l'une des dynasties de dictateurs les plus folles et mégalomanes du monde. Il a complètement isolé son pays du monde extérieur et tout ce qui s'en échappe est d'une absurdité sans pareille. Il a construit une capitale fantôme complète, où toutes les couleurs sauf le blanc sont interdites, même les voitures noires ont été bannies. Il publie régulièrement des vidéos de rap abracadabrantesques, nomme les mois d'après les membres de sa famille et, selon ses propres dires, endigue toutes les maladies en interdisant simplement à tout le monde d'en parler. Il est donc grand temps que nous nous penchions sur ce pays. Comment le président turkmène a-t-il réussi à transformer le pays en un tel cauchemar en quelques décennies? À quoi ressemble réellement la vie sur place? Et pourquoi le pays pourrait-il devenir encore plus abracadabrant à l'avenir? Nous nous penchons sur toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Amuse-toi bien. On sait très peu de choses sur l'histoire du Turkménistan avant la domination soviétique. Il y avait principalement de petites tribus, mais elles étaient déjà sous l'influence des tsars russes. Mais ce n'est qu'en 1894 que la Russie a obtenu la domination officielle et que la République socialiste soviétique du Turkménistan a été créée après la Révolution d'Octobre. Le pays a ainsi été développé économiquement pour la première fois et relié au monde extérieur par des ports, des routes et des chemins de fer. Pour de nombreux Turkmènes, cela signifiait la fin du mode de vie nomade et l'apparition de grandes villes pour la première fois. Des fermes collectives ont été créées et le pays a été transformé dans l'esprit du socialisme et de l'économie planifiée. Après la guerre, une découverte a changé le pays pour toujours. Après des forages intensifs, on a trouvé du pétrole et des gisements massifs de gaz naturel dans les années 1960. Ce dernier, en particulier, devrait bientôt apporter au pays une richesse sans précédent. Au total, le Turkménistan dispose de réserves de gaz naturel estimées à 19,5 billions de mètres cubes. Cela le place au 4e rang mondial, juste derrière la Russie, l'Iran et le Qatar. L'importance du pays au sein de l'Union soviétique s'est considérablement accrue du jour au lendemain. Les soviétiques ont immédiatement commencé à développer et à extraire systématiquement le gaz naturel. Et, grâce à la richesse, une élite d'oligarques s'est développée au Turkménistan. Et celle-ci se préparait, au début des années 90, à prendre le pouvoir exclusif dans le pays. En effet, suite à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le Turkménistan est devenu un État indépendant le 27 octobre de la même année. Alors qu'au début, on voulait garder l'apparence de la démocratie, en introduisant par exemple le droit de vote des femmes et en organisant plusieurs référendums, cela a changé assez rapidement après la première élection présidentielle. Lors des élections présidentielles de 1992 au Turkménistan, Saparmurat Niyazov a été élu premier président du Turkménistan. L'homme a fait partie de l'élite soviétique dès son plus jeune âge, a fait une carrière fulgurante au sein du Parti communiste et a été premier secrétaire du Parti communiste de la RSS du Turkménistan de 1985 à 1990. Et une fois élu, il a clairement indiqué qu'il ne voulait plus céder le pouvoir. En 1994, il a prolongé le mandat présidentiel de 5 à 10 ans
Il a éliminé toute opposition en quelques années et a finalement été nommé président à vie par le Parlement turkmène en 1999. Tous les espoirs d'une transition démocratique ont ainsi été anéantis en peu de temps. Mais le pire était encore à venir, car il a réussi à transformer le Turkménistan en l'un des États les plus répressifs du monde en un peu plus d'une décennie. Tous ceux qui le contredisaient étaient emprisonnés ou tués. De graves violations des droits de l'homme ont eu lieu, et les arrestations arbitraires, la torture et les restrictions de la liberté de mouvement étaient monnaie courante. De plus, il a pillé les caisses de l'État et a rendu la vie de la population déjà pauvre encore plus difficile. De nombreuses écoles et hôpitaux ont tout simplement été fermés, et le peu qui restait a été transféré dans la capitale. L'espérance de vie des gens ordinaires s'est considérablement réduite. Tout a été transféré dans sa nouvelle capitale, Asgabat, d'où il voulait régner en souverain universel et divin. En 2001 et 2004, il a publié en 2 volumes le Ruhnama, le livre de l'âme. On y trouve un guide sur la façon dont les Turkmènes doivent vivre et comment ils doivent servir leur leader. Bien sûr, il s'agit d'une autocélébration complète et établit un nationalisme turkmène qui repose en grande partie sur des affirmations inventées. Il affirme par exemple que le Turkménistan était le pays le plus développé du monde il y a des milliers d'années, que la roue et de nombreuses autres innovations techniques ont été inventées ici à l'origine. Et les savants turkmènes seraient les principaux responsables du progrès technologique et culturel en Europe. Le monde entier n'aurait donc Dieu que pour le Turkménistan. Tu te demandes probablement qui lit volontairement ces contes de fées. Mais en réalité, les Turkmènes n'ont pas vraiment le choix. L'étude approfondie de la Ruhnama est devenue un programme obligatoire dans toutes les écoles et universités. Des lectures régulières sont diffusées à la télévision nationale et même pour l'examen du permis de conduire, c'est élémentaire. Contrairement à nous, il ne s'agit pas de compétences pratiques ou de questions théoriques sur la circulation routière, mais de connaissances de la Ruhnama lors de l'examen. En outre, Niyazo affirme que tout lecteur attentif de son livre ira directement au paradis après sa mort. C'est pourquoi il est aujourd'hui encore vénéré dans les mosquées au même titre que le Coran. En dehors de cela, il a essayé de donner une image très différente. Il se présentait toujours comme un noble et se mettait en scène comme un président de la paix. Il a établi la neutralité permanente du Turkménistan, qui a été reconnue par les Nations Unies en 1995. Le pays s'est alors placé dans un isolement qu'il s'est lui-même imposé. Il voulait bien sûr préserver sa propre indépendance et empêcher toute influence extérieure sur le développement politique du Turkménistan. Il a ainsi pu consolider encore plus son pouvoir, en grande partie à l'abri de l'opinion publique mondiale. Mais en 2006, il est mort de manière inattendue d'un arrêt cardiaque. Il y a eu un bref espoir de changement, car son successeur Gurbanguly Berdimuhamedov a promis des réformes massives des droits civils. Mais en réalité, rien n'a été fait. Et au contraire, les choses sont devenues encore plus abracadabrantes. Il semble qu'il avait un goût prononcé pour la couleur blanche. Il a interdit toutes les voitures non blanches à partir de ce moment-là et a construit toute la capitale en marbre blanc. Bien que 70% des bâtiments étaient déjà vides au début de la construction, il a tout de même fait construire de nouveaux bâtiments d'apparat, des ministères et des hôtels de luxe. Parmi eux, un immense stade olympique pouvant accueillir plus de 45 000 personnes, bien que le Turkménistan n'ait jamais accueilli de Jeux olympiques. Mais il ne serait certainement pas contre, car il a l'intention d'attirer de plus en plus d'événements sportifs dans son pays. Il y a déjà eu le championnat du monde d'haltérophilie et les Asian Indoor and Martial Arts Games. Aujourd'hui encore, ils sont en grande partie vides. Mais en contrepartie, le système de santé et d'éducation a encore été réduit. En effet, il n'y a officiellement plus de maladies au Turkménistan, puisqu'il a interdit aux médias d'en parler
et qu'il est interdit d'en parler. Il n'y a donc pas eu de pandémie. Ce n'est que lorsque le virus a pris de l'ampleur qu'il a rendu le port du masque obligatoire, mais en invoquant les vents incroyablement forts de l'été. Et il a aussi découvert l'Internet, où il se présente comme un surhomme devant le monde entier. Il y a des vidéos où il joue au basketball depuis un vélo. Bien sûr, il est le seul à marquer le panier, alors que ses ministres les ratent tous. Il enregistre régulièrement des vidéos de rap avec son petit-fils, et dans un autre clip, il soulève un haltère en costume-cravate pour démontrer sa force physique. Il y a 2 ans, il a transmis le pouvoir à son fils, et au Turkménistan, les choses deviennent de plus en plus folles à chaque génération. Une ville entièrement blanche ne lui suffisait pas. Alors il en a fait construire une nouvelle, au milieu du désert. Il s'est probablement inspiré des Saoudiens. Elle doit devenir l'une des villes intelligentes les plus modernes du monde. C'est pourquoi seules les voitures électriques y sont autorisées. Et pourtant, rares sont les Turkmènes qui peuvent se permettre de posséder une vieille voiture à combustion. La ville sera donc aussi vide que la capitale, sauf une fois par an, car en octobre, il y a toujours un bal viennois. Le nouveau président semble être un grand adepte de la valse viennoise. C'est pourquoi il a mis en place un énorme spectacle où des couples turkmènes se produisent au son de la musique autrichienne. Mais dans l'ensemble, cela ressemblait plus à un défilé militaire qu'à une fête amusante. Je pourrais continuer encore longtemps avec les absurdités de ce pays, mais peut-être que je ferai une vidéo à part entière un jour.